Bonjour, aujourd'hui chronique manga, ou plus précisément Gekiga, avec le premier tome de Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, de Hiroshi Hirata. La très bonne surprise constituée par l'argent du déshonneur m'a aussitôt incité à lire d'autres œuvres de Hiroshi Hirata, dont je ne savais absolument rien auparavant, tandis que parallèlement j'abordais, tant qu'à faire, le plus célèbre des Gekiga du genre, à savoir Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Gotseki Kojima. Des œuvres parentes, à l'évidence, et pas seulement parce qu'elles mettent en scène de redoutables sabreurs de l'ère Edo, en usant d'un dessin très cinématographique. Il y a quelque chose de plus, et qui fait une bonne partie de la saveur de ces différentes œuvres, le ton, véritablement adulte. On peut certes se demander si ça signifie véritablement quelque chose, adulte, mais le fait est qu'il y a là quelque chose qui tranche sur les seinen plus communs, même gore, même pornographique, adulte à la façon pour public averti. Non, d'ailleurs que ces Gekiga manquent de violence. Elle est là, et d'une sécheresse ahurissante. Côté sexualité, c'est sans doute bien moins marquant, certes, en dépit d'une scène ou deux dans le premier volume de Lone Wolf and Cub qui font leur petit effet, mais sans démonstration explicite. Mais ces bandes dessinées, qui auraient pu se focaliser sur la seule aventure, sont bien loin de s'y arrêter. Elles associent en effet une documentation extrêmement poussée, au point de nécessiter pour un lecteur occidental quelques précisions historiques, géographiques, culturelles, etc. en paratexte, mais tout ça me passionne, bien loin de me rebuter, et un questionnement moral et éventuellement politique, complexe, fascinant et peut-être redoutable. Ces œuvres, telles les meilleures Shambhala qu'elles ont suscitées, castent en fait les mythes les plus caricaturaux concernant le Japon des samouraïs, en dessinant un monde en nuances de gris où les beaux principes autant que les beaux gestes sont inévitablement dévoyés, l'hypocrisie étant un moteur narratif bien plus puissant que l'honneur, quoi que l'on prétende. Mais c'est justement d'honneur qu'il s'agit ici, car il peut sans doute ressurgir là où on ne l'attend guère, et c'est peut-être le propos de l'anecdote, pas des plus connus même au Japon semble-t-il, que met en scène Hiroshi Hirata au fil des 6 tomes de la série Satsuma, sous-titrée L'honneur de ses samouraïs. Il me faut de toute façon pas se prétendre sur la signification de ces jeux sévères sur la morale et l'honneur, qui pour l'heure sont donc une des choses qui me fascinent le plus dans ces Gekiga. Hiroshi Hirata n'entend probablement pas mettre tous les samouraïs dans le même panier, comme autant d'ordures abjectes. Il a lui aussi ses héros, souvent des humbles par ailleurs, même quand ils sont samouraïs, comme c'est le cas ici. Et l'honneur, enfin, peut bel et bien signifier quelque chose pour lui. En fait, la rudesse et la sévérité du regard porté, en ayant quelque chose de plus authentique que le mythe construit autour du Bushido, peut à son tour, quitte à détruire d'abord pour reconstruire ensuite, adopter des atours pleinement moraux. Et je suppose qu'il n'y a à cet égard rien d'étonnant si un Yukio Mishima, dissertant volontiers sur le Japon moderne et l'éthique samouraï, et ça qu'il me faudra relire un jour, tiens, avec le Hagakure, prisait par ailleurs les Gekiga violents et secs de Hiroshi Hirata. Je ne trancherai pas la question de savoir s'ils sont subversifs ou non. Satsuma est probablement une des bandes dessinées les plus fameuses de l'auteur. Conçue et publiée entre 1977 et 1982 en 6 volumes, au format poche dans la présente édition, contraste avec le beau grand format de l'Argent du déshonneur, BD un peu antérieur, mais qui est du coup sans doute plus marquante graphiquement. Elle se fonde donc sur une anecdote authentique de l'ère Edo, mais tout juste esquissée dans ce premier volume, dont les vrais centres d'intérêt sont ailleurs. Mais sans doute faut-il en dire quelques mots tout de même. L'histoire débute en l'an 1753 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros au milieu de l'ère Edo, 1600-1868. 2 siècles et demi de paix intérieure, relative peut-être des fois, mais c'est tout de même bien autre chose que les longs siècles de bataille systématique du Moyen-Âge japonais. Les samouraïs, dans le système de caste formalisé par les shoguns Tokugawa, n'en occupent pas moins le sommet de l'échelle sociale, en principe, mais c'est là tout le propos. Quoi qu'il en soit, il y a une tension marquée, si elle ne débouche en principe pas sur des rébellions ouvertes, entre le pouvoir central d'Edo, futur Tokyo, et les seigneurs locaux, les daimyo, dans leurs fiefs. En fait, le pouvoir central d'Edo tente de mille et une manières d'affaiblir toujours un peu plus ses pouvoirs locaux. Et c'est d'ailleurs un thème essentiel du premier tome de Lone Wolf and Cub, qui joue beaucoup de la fourberie du shogunat, usant de tous les prétextes pour anéantir ses éventuels rivaux à l'échelle des provinces. Cette politique repose cependant souvent sur des ordres n'admettant pas la moindre contestation. Le plus célèbre étant cette politique de résidence qui imposait aux seigneurs locaux de passer la moitié du temps à Edo et l'autre moitié dans leur fief, mais en laissant des otages à la capitale,
Efficace outil de surveillance et de contrôle, et en même temps injonction très coûteuse pour les daimyo, contraints d'entretenir 2 lieux de vie à la fois et à grands frais pour ne pas perdre en prestige, avec enfin pour effet, le cas échéant, de les couper de leurs terres. C'est quelque chose du genre qui se produit dans Satsuma, l'honneur de ses samouraïs. Satsuma est une des provinces les plus méridionales du Japon, tout au sud de l'île de Kyushu, avec pour capitale Kagoshima, non loin du volcan Sakurajima, très actif, et ce premier volume contient une scène clé en témoignant. Excentrée, la province a des particularismes marqués, on y reviendra, et par ailleurs ses samouraïs, dirigés par le puissant clan Shimazu, ont une certaine réputation d'indocilité. Le clan Tokugawa, maître du Japon, avait tendance à s'en méfier, d'autant que lors de la bataille cruciale de Sekigahara, en 1600, les Shimazu avaient combattu dans le mauvais camp. En fait, pour l'anecdote, cette indocilité éclatera, mais bien plus tard, de façon tout particulièrement marquée. Les samouraïs de Satsuma, accompagnés de ceux de Choshu et de quelques autres provinces, joueront un rôle déterminant dans le processus devant entraîner la fin du shogunat Tokugawa et la restauration de Meiji dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais ils s'en mordront bientôt les doigts. Partisans d'une politique réactionnaire tout à la gloire des samouraïs, ils ont vu le mouvement de Meiji leur glisser entre les doigts pour devenir tout autre chose, et même tout le contraire, l'acte de décès du Japon des samouraïs. À nouveau rebelles, contre un pouvoir central non plus shogunal mais impérial désormais, qu'ils avaient pourtant contribué à susciter, ils perdront de rechef, y gagnant cependant, aux yeux de l'histoire mythique, le titre de dernier samouraï, techniquement surtout conféré à Takamori Saigo, éminent guerrier au service des Shimazu, mais issu d'une famille plutôt modeste, ce qui peut faire sens au regard du contenu de cette BD en même temps. Mais revenons en 1753. Il y a donc un ordre du shogun qui est adressé au clan Shimazu. Certaines provinces de Honshu ayant considérablement souffert des inondations, il faut de toute urgence s'y livrer à des travaux d'ampleur, notamment d'aménagement des rivières, une constante de la vie auprès des cours d'eau japonais pour ce que j'en sais. Or le shogun demande, mais il faut comprendre par là qu'il exige, que ce soit les hommes du clan Shimazu qui s'en chargent. Satsuma n'a pourtant absolument rien à voir avec ces inondations, et les provinces auxquelles il faut venir en aide sont bien éloignées. La véritable motivation du shogun est transparente aux yeux de tous. Il s'agit bien, au motif de travaux publics on ne peut plus éloigner des questions martiales, de ruiner le clan Shimazu, qui doit payer de sa poche pour tout cela, et des sommes qu'on devine considérables. Et peut-être aussi de l'humilier, en imposant à ces rudes guerriers de se faire simples terrassiers. Tout le monde sait de quoi il s'agit donc, mais on ne peut pas refuser cet ordre du shogun. Les samouraïs de Satsuma accompliront donc cette tâche. Pour l'heure, ils se montreront en fait tout à fait dociles, mais en retournant le piège pour qu'ils contribuent à leur réputation d'honneur, bien loin de la dégrader. C'est justement en faisant office de terrassiers, prêts à endurer tous les torts et toutes les humiliations du pouvoir central, et en mettant par ailleurs la plus grande application à leur travail, qu'ils feront la démonstration de leur honneur, et non sabre en main dans quelques batailles. Quelque chose du Pondari Iroquois peut-être, mais bien plus tôt. Et peut-être les samouraïs de Satsuma se souviendront-ils de cet épisode 100 ans plus tard. Cette trame de fond n'est cependant qu'à peine esquissée dans ce premier volume, où elle n'apparaît qu'au fil de rares et brèves scènes passablement cryptiques, alors que le message du shogun est tout juste reçu. C'est même sur l'annonce aux samouraïs du clan Shimazu de cette injonction des Tokugawa que se conclut l'album. Habilement, Hiroshi Hirata use d'une toute autre trame pour en arriver là, et ce ne sera pas la moindre des surprises pour le lecteur. En fait, il ne cessera d'être surpris par les orientations de l'histoire, mais pour le mieux, car sans que cela fasse tape à l'œil, gratuit ou artificiel. J'avais vaguement évoqué tout à l'heure les particularismes de Satsuma, et c'est sur l'un d'entre eux que s'ouvre la BD, la pratique du Ihemon-tori, ainsi défini par l'auteur. Le Ihemon-tori est une coutume de Satsuma où 2 groupes de cavaliers pourchassent un condamné à mort et se livrent à une véritable bataille pour obtenir son foie. Charmant. Mais, passé cette très brève explication, suivent 20 pages absolument dénuées de texte, décrivant par le menu le rite horrible avec une précision maniaque, à mesure que le condamné est démembré, tripé, lacéré, etc., jusqu'à perdre tout semblant d'humanité, en étant réduit à l'état d'un vulgaire sac de pommes de terre, disons, rebondissant au gré des assauts. Le résultat est d'une violence proprement stupéfiante. En fait, je ne suis pas certain d'avoir jamais lu quoi que ce soit d'aussi violent en bande dessinée. C'est sidérant au point d'en être nauséeux, mais très fort aussi, une entrée en matière des plus marquantes. Mais qui a dit que cela devait s'arrêter là? La victime que nous avons vue se faire broyer ainsi au nom d'une tradition un peu plus barbare n'était pas la première de la journée, ni la dernière.
Il reste un condamné à mort, du nom de Sakon Shiba. Nous n'en savons guère à son propos alors, même si nous le devinons vite, rudement charismatique, et si sa carrure invraisemblablement musculeuse, de Conan façon Marvel, le singularise au milieu des autres. Or Sakon Shiba raille les samouraïs assoiffés de sang et persuadés qu'ils ne tarderont guère à le mettre en pièces au cours du Yemontoli. Et il critique le rite barbare, mais certainement pas parce qu'il en a peur. Il entend surtout confronter les guerriers à la bêtise de ce simulacre cruel censé remplacer la guerre en cette ère de paix. Et il ne se laissera pas faire. Négociant habilement son sort sous couvert de provocations et d'insultes, il parvient en fait à circonvenir le rite même du Yemontoli et à humilier ses bourreaux. Mais comment en est-on arrivé là? Et qui est donc ce Sakon Shiba? C'est ce que Hiroshi Hirata va désormais nous raconter à l'aide d'un long et complexe flashback, procédé récurrent de la BD ou du moins de ce premier tome, qui multiplie ainsi les allers-retours mais de manière très habile et pertinente, à même de surprendre le lecteur le cas échéant, à plusieurs reprises en ce qui me concerne, sans jamais le perdre cependant. Mais c'est en fait avant tout l'occasion d'introduire un autre procédé essentiel de la BD, à savoir sa perspective documentaire. Les raisons de la condamnation de Sakon Shiba n'interviendront véritablement que plus tard, car elles nécessitent des développements préalables. Hiroshi Hirata prend bien soin, sans excès de didactisme, mais avec un luxe de détails, de décrire la vie des samouraïs de Satsuma. Or ceux-ci ne forment pas un groupe uni. Les samouraïs les plus gradés, Joshi et Jokashi, s'opposent statutairement et par la richesse aux Goshi, plus nombreux, qui sont des samouraïs, oui, mais très pauvres. Plus même que nombre de paysans, artisans ou commerçants, hiérarchiquement leurs inférieurs. Et peut-être d'autant plus dans cette ère de paix. En fait, les Goshi ne peuvent pas vivre de leur capital ou des générosités du daimyo. Même nobles, en tant que samouraïs, ils doivent travailler. Contraste avec ce que nous connaissions dans la France de l'Ancien Régime, où pour un noble, travailler c'était dérogé. Ce n'est pas du tout le cas ici. En fait, on trouve même des métiers qui sont spécifiquement réservés à ces samouraïs, et non des moindres. Tonnelier, bûcheron, charpentier, tourneur sur bois, laqueur, carrier, tailleur de pierre, forgeron, papetier, teinturier, fabricant d'ombrelles, de sandales en bois, de peignes, de tatamis, de roues. Mais même ce privilège, et quelques autres, mais de nature purement honorifique, destinés à soigner autant que faire se peut l'ego meurtri de ces guerriers déclassés, ne suffit souvent pas à assurer leur subsistance. Aussi participent-ils régulièrement aux travaux des champs, qu'il s'agisse de la moisson du riz, ou, surtout, de la culture des patates douces spécifiques de Satsuma, qui leur vaut de la part des Joshi et Jokashi le quolibet de mangeurs de patates. C'est que les relations entre les divers samouraïs sont houleuses, et les guerriers directement associés au château ont tous les droits ou peu s'en faut. Prompts à humilier leurs inférieurs, ils le sont tout autant à suspecter et châtier l'insulte de leur part. Nul besoin alors d'un juge pour trancher le différend, un coup de sabre suffira. Certains Goshi n'en peuvent tout simplement plus. La pauvreté est déjà difficile à vivre, mais les humiliations perpétuelles des samouraïs du château, et leur privilège de pouvoir les mettre à mort sans jamais devoir encourir le moindre blâme, et ce au moindre prétexte, c'est plus qu'ils ne peuvent supporter. Et Sakon Shiba figure parmi eux, dont la conception de l'honneur est très avancée, mais qui n'est certes pas disposé à faire n'importe quoi en son seul nom. Ce n'est pas qu'il se refuse aux solutions radicales et craigne la mort, absolument pas. Nous le verrons bien en constatant ce qu'il a fait pour être condamné au Yemontoli. Je préfère cependant ne pas en dire davantage ici, c'est une séquence très forte. Il me faut cependant dire quelques mots, mais aussi brefs que possible, et sans spoiler, sur la suite des événements, car Sakon Shiba n'est pas la seule figure charismatique de ce premier volume. Contre toute attente, il faut lui adjoindre un jeune samouraï de haut rang, Juzaburo Gondo, contre toute attente au moins à deux égards, en dehors même de son seul statut social supérieur. Il a en effet toutes les raisons d'en vouloir à Sakon Shiba, d'une part, et d'autre part, nous croyons voir en lui, tout d'abord, un de ces jeunes samouraïs idiots qui n'ont que l'honneur à la bouche, quand ils n'ont pourtant, mais peut-être sans même s'en rendre compte, que leurs privilèges en tête. Mais Juzaburo Gondo n'est pas ce genre de jeune imbécile. En fait, il est lui aussi un rebelle à sa manière, et il dénoncera à la face de tous les stupidités que l'on commet au nom de l'honneur, au prétexte que l'on est un samouraï. Réquisitoire impitoyable au cours duquel les samouraïs de Satsuma font toujours un peu plus figure d'idiots et d'obtus, conditionnés par des préceptes censément honorifiques, mais en fait dévoyés depuis des siècles, et qui aboutissent aux comportements les plus ridicules, tout particulièrement en rapport avec les femmes. Juzaburo a certes conscience de son rang, et il n'est pas exclu qu'il l'amène un jour à commettre quelques bêtises à son tour.
mais il met habilement en lumière le caractère névrotique de la condition de samouraï, et tout particulièrement à Satsuma, et tout particulièrement en cette ère de paix. Des traits qui cependant étaient déjà esquissés auparavant par Sakon Shiba, ou contre lui. Après tout, même pauvre, il est un de ces samouraïs lui aussi. Que penser par exemple de ce rite martial, que l'on dit caractéristique d'une école de maniement du sabre, mais consistant simplement chaque matin, pour le samouraï se levant, à frapper 3000 fois de son sabre un piquet de bois en hurlant à chaque coup? Mais les pires névroses des samouraïs sont liées à la mort, et peut-être d'autant plus que celle-ci est minimisée à force d'être banalisée. Les samouraïs du château tuent leurs inférieurs sans même y penser. Mais qu'en est-il de tous ces hommes qui, au nom de l'honneur, toujours ce même satané honneur, se condamnent d'eux-mêmes au suicide, et pour les raisons les plus absurdes? Mieux vaut vivre pour l'honneur que mourir pour lui, nous dit Sakon Shiba, ce qui paraît sensé. Mais c'est une thématique plus complexe encore qu'elle n'en a l'air, et peut-être d'autant plus que nos deux héros, Sakon Shiba et Jusaburo Gendo, ne sont certainement pas parfaits. Le premier aussi tue sans y penser, et au nom des seuls symboles, il n'hésite pas à faire voler des têtes. Son fanatisme en vaut peut-être bien un autre. Quant au second, il est à l'évidence un but sans rang, et sans doute n'est-il pas des plus cohérents dans son attitude à l'égard des mangeurs de patates. Et c'est ainsi que Hiroshi Hirata promène le lecteur, en le surprenant toujours un peu plus, par des choix qui s'avèrent cependant bien vite parfaitement cohérents. Mais cela participe du ton adulte de la BD qui use d'un cadre minutieusement décrit, au point de la restitution documentaire donc, mais sans pour autant jamais éloigner le lecteur de son histoire, pour mettre en place des dilemmes moraux aux connotations politiques, dilemmes extrêmement complexes, dans un monde qui ne peut guère s'en tenir à de grands principes, a fortiori dans la mesure où ces grands principes sont toujours un peu plus dévoyés. Car c'est un monde en nuances de gris, et dans lequel, pour l'heure, on ne peut guère se montrer qu'indécis quant à savoir où se niche au juste l'honneur, et, le cas échéant, s'il a quoi que ce soit d'admirable. Je suppose, au vu de la trame globale à peine esquissée ici, et du peu que je sais de l'anecdote portant sur les samouraïs de Satsuma, qu'il n'en ira pas toujours ainsi dans la suite de la série, bien au contraire. Mais le double réquisitoire du colosse Sakon Shiba et du rebelle Jusaburo Gendo fait mouche. À vrai dire, il pourrait sans doute être extrait de la bande dessinée pour dénoncer la bêtise des fanatiques obsédés par cette absurdité qu'est la tradition, fanatiques de tout poil et dans tout contexte. Et ce, que ce soit véritablement le propos de Hiroshi Hirata ou pas, en fait, j'en doute. Cependant, ici, le rattachement à un contexte bien précis participe bel et bien de la démonstration, qui porte assurément. Revenons sur le graphisme, très rapidement envisagé plus haut. Par rapport à l'argent du déshonneur, qui m'avait vraiment secoué, Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, pâtit quelque peu de son format poche. Peut-être. En fait, rien de bien certain, car le trait de l'auteur demeure tout à fait majestueux et d'un à-propos constant. Si la longue séquence initiale du Yemontori n'est pas toujours très lisible, on ne s'en plaindra pas forcément tant cela participe de la sauvagerie barbare de la scène. Par contre, par la suite, et pour l'heure du moins, la BD ne met pas vraiment l'action au premier plan de toute façon. On s'intéresse alors davantage à la focalisation sur les personnages, mais qui sont habilement intégrés dans un cadre à propos, minimaliste ici, très pointilleux là. Cela débouche régulièrement sur des images fortes et efficaces, parmi lesquelles j'aurais envie de citer au tout premier chef Sakon Shiba s'interrogeant sur son sort et celui des siens, devant le Sakurajima crachant sa fumée. Il faut cependant, même si ça n'est pas à proprement parler une originalité de la BD, dire quelques mots de son ultra-violence, même si j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler pour d'autres. C'est sans doute un trait essentiel de cette série, de même que ça l'est dans Lone Wolf and Cub, série immédiatement antérieure. Mais c'est décidément une violence bien différente de celle qui s'exprime plus couramment en manga, jusque dans ses déferlements de gore. Certes, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs BD, d'horreur ou Eroguro surtout, qui n'y allaient pas par quatre chemins en la matière, au point parfois de susciter une forme de malaise. J'avais mentionné à ce propos l'outrancier deuxième volume des Carnets de massacre de Shintaro Kago, et ce, en dépit de son caractère de mauvaise blague. Mais ici, ou dans Lone Wolf and Cub, c'est vraiment autre chose. C'est excessif, et pourtant ça rend vrai. Peut-être parce que c'est surtout extrêmement sec. L'interminable Yemontori excepté, mais pour quel effet, la BD ne s'appesantit pas vraiment sur la violence. On tue un homme en un coup, paf. Giclée de sang, tête ou membre qui vole, s'il le faut, plus qu'à son tour en fait, mais ça tient en une case. Pourtant cela participe sans doute de l'effet étonnant produit par cette violence, au point donc où ça m'affecte beaucoup plus, je crois. Autre point de graphisme à mettre en avant, la dimension documentaire.
Elle s'exprime tout particulièrement dans les 15 premières pages du deuxième épisode, où Hiroshi Hirata fait le tour des métiers conservés aux samouraïs pauvres de Satsuma. En écho aux 20 pages du Yamantori, mais le contraste n'en est que plus marqué, ces 15 pages sont dénuées de tout dialogue, même s'y figure à chaque fois, sans autre explication, le nom de chaque métier illustré. Dès ce moment, mais aussi par la suite, quand il y revient sur un mode plus bavard, à mi-chemin donc entre le dessin et le texte, c'est l'occasion pour l'auteur de se livrer à un travail extrêmement méticuleux de reconstitution historique. Mais ce procédé viendra à l'occasion de scènes bien différentes. Il faut sans doute singulariser à cet égard le réquisitoire de Jusaburo Gondo contre la bêtise fanatique des samouraïs endoctrinés. Un nouveau décalage se produit, et la scène est ainsi cette fois un écho de celle qui décrit les différents métiers, mais par contre avec un texte abondant pour opérer le contraste, texte qui est celui de Jusaburo Gondo lui-même. Enfin mentionnons les brèves et quelque peu cryptiques scènes où le clan Shimazu apprend les instructions du shogun. Dans tous les cas, c'est admirablement bien fait, et du coup, en dépit du récitatif, ou de la voix off peut-être, qu'on aurait pu craindre didactique, le lecteur reste dans la BD et dans la narration, pleinement conscient que tous ces détails exhaustivement rapportés et explicités font sens dans l'œuvre globale. Si j'étais méchant, je dirais que c'est un peu comme Alix, mais en beau et pas chiant. Ah, et pour le principe, une petite chose en su, Hiroshi Hirata n'est pas qu'un gekigaka apprécié, il est semble-t-il aussi un calligraphe doué. Bien sûr, une traduction ne peut pas vraiment en faire état, mais il y a un effort graphique le cas échéant, quand des personnages hurlent, disons, pour rendre quelque chose de cette dimension originelle avec les lettres de l'alphabet. C'est sensible dès la couverture en fait, mais avec cette précision que c'est là Hiroshi Hirata lui-même qui s'en est chargé. Je suppose que ce n'est pas le cas à l'intérieur des pages. La BD crédite Vincent Zuzulkowski pour l'adaptation, Eric Montesinos pour l'adaptation graphique, et trait pour trait pour la conception graphique. Sans doute est-ce par là qu'il faut chercher le responsable, mais je suis bien incapable de le désigner plus précisément. C'est intéressant en tout cas. Quoi qu'il en soit, et même si ce premier volume de Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, ne m'a probablement pas autant bluffé que l'argent du déshonneur, le privilège de la découverte, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Il est nauséeux parfois, surprenant souvent, pertinent et fascinant et beau toujours, jusque dans les têtes qui volent. La suite, bientôt.